Mayotte. Petit bout de France, à 8000 km de la métropole. L'île se situe dans l'océan Indien, au nord-ouest de Madagascar. Mesdames et messieurs, bienvenue sur l'aéroport de Dzaoudzi où la température extérieure au sol est de 29 degrés. J'ai posé mes bagages sur l'île pour comprendre ce qui a changé le 31 mars 2011. Ce jour-là, Mayotte a renforcé ses liens avec la France. Elle est devenue le 101e département. Pour y arriver, l'état civil a été mis à jour, la polygamie interdite, la justice musulmane incarnée par le cadi a disparu et les aides sociales arrivent peu à peu. Mais en janvier 2014, l'impôt sur la terre, c'est-à-dire l'impôt foncier, sera instauré, avec à la clé une remise en cause de l'agriculture. Alors je m'interroge, comment le secteur agricole va-t-il se développer ? Quel avenir pour l'agriculture familiale ? Basi bana ba shamba yangu tulwebwe nitakabadhishiweyo zimetera za handa za ujuzile zikambili za utsini zino zikataru. Fatima est cultivatrice. Elle se rend sur ses terres plusieurs fois par semaine. Comme beaucoup de Mahorais, elle vit essentiellement de ses récoltes et ne détient pas de titre de propriété. Jusqu'ici, la terre se transmettait de génération en génération par les femmes. Aujourd'hui, une équipe de géomètres l'accompagne pour qu'elle certifie les limites de sa parcelle. Là, oui. Aïe. Donc là, elle nous a déjà montré la borne là. Donc elle correspond bien au plan qu'on a amené. C'est un extrait du plan cadastral. Après, on va faire tout le tour de la parcelle pour qu'elle puisse nous montrer les limites. C'était une promesse de campagne électorale pendant la période où Mayotte était encore avec les Comores. Ibrahim Ramadani avait dit à la population de Passamainti, si vous me soutenez, j'essaierai de vous trouver des endroits, notamment des terrains. Il a quand même tenu ses promesses parce que les gens, ils sont quand même propriétaires. Ces gens-là cultivent, ça fait déjà plus de 30 ans. Une fois qu'ils auront leur titre de propriété, ils vont devenir propriétaires définitivement. Entamée il y a 10 ans, la régularisation des terres s'accélère. Le Conseil général et l'État se revendiquent propriétaires d'une grande partie de l'île. Ils cherchent donc à vendre ou à louer officiellement les terrains occupés. Objectif, toucher les impôts fonciers dès 2014. En obtenant son titre de propriété, Fatima met son patrimoine à l'abri. Mais en contrepartie, elle devra aussi payer la taxe foncière. Rango shivandriantsoeno na malavuni usulivia iyo lona dagon hao usulivia neka ushinde winunwa utolivia usulivia tanango utopinda sababu basi kushona wo kusuliamba meso neka mkashindoliva mama mtoto rengi wayo basi baba neka mtwarenge wayo baba mi sofanya tineti sina za urenda neka itijati renge wayo baba msina za urenda mana sina marke huiliva be nisoneshe henai nsendana mia mtu shahula yahe mesoaja nambia bana jetside wami kwa topara shahula wala na ulezwa huwa tofananza. Jusqu'ici, la population mahoraise vivait autour de la moussada, la solidarité. Mais elle risque de devenir de plus en plus dépendante des prestations sociales. Un assistanat qui met en péril le mode de vie de l'île.
cap au sud. Direction le mont Chumbi. Ce soir, je vais rencontrer Askandari Alaoui. Il est écrivain et depuis 10 ans, il défend l'accès des Mahorais à la terre. Après ma rencontre avec Fatima, l'agriculture familiale me paraît plus que jamais indispensable. Sur l'île, seulement 3% des denrées consommées sont produits localement. Avoir un bout de terre à Mayotte permet de se nourrir et souvent de vendre au marché les surplus de sa récolte. Et demain, que deviendront les Mahorais s'ils ne peuvent pas payer les impôts pour garder leur terrain ? Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Je vous en prie. La thématique du foncier est un sujet fondamental pour Mayotte, en ce sens que la population mahoraise est une population, on peut dire, agraire, n'est-ce pas ? Et le seul capital que disposent les Mahorais, on peut dire que c'est les fonciers. On a rencontré Fatima. Fatima, c'est une femme qui vit essentiellement des allocations familiales et puis du petit revenu qu'elle peut tirer de ses terres. Son cas n'est pas isolé. Cette méconnaissance de l'avenir qui la caractérise, je pense que ça caractérise même ses élus. Il n'y a aucun qui pourra vous répondre. Aucun. Tout le monde attend que 2014 arrive. De même que la vie chère a bloqué l'île pendant 44 jours en fin 2011, le foncier, ça pourrait être une source de conflit. C'est fort probable, mais ce que je crains, c'est beaucoup plus que ça entraîne une guerre civile et que ça aille plus loin. Avec ces 44 jours de grève, on allait quémander à des patrons. Sauf que pour cette terre, on n'ira pas quémander, on cherchera à régler son compte avec le voisin qui a pris votre terre. Dans votre ouvrage, vous parlez d'une façon ethnocentrique de gérer les affaires de Mayotte, de gérer l'administration mahoraise. Ceux qui nous gouvernent ont du mal à se représenter qu'il peut y avoir d'autres logiques aussi intéressantes et aussi porteurs de vie que cette logique européenne. Et là, c'est dans tout secteur confondu. C'est parce que le Mahorais a ce petit lopin de terre qu'il cultive qu'il arrive à faire face aux fins du mois. Mais ça, le foncier, que serait le Mahorais? On a beau dire nous sommes riches culturellement, mais vous savez, qui s'intéresse à une culture de pauvres? Qui, à part en faire du folklore et les exposer dans des musées? Merci beaucoup. Je vous en prie. À Mamoudzou dès l'aube, la valse des barges qui relie Grande Terre à Petite Terre a commencé. Avec la chaleur, les odeurs sucrées et poivrées qui montent de l'île au parfum se mêlent à celles du lagon. La culture mahoraise s'enracine là, entre terre et mer. À l'embarcadère, je retrouve Dio, un chanteur et artiste mahorais engagé. Il s'enrichit des rythmes ancestraux pour défendre les valeurs de son île. Je souhaite le rencontrer car dans ses chansons, Dio parle du retour à la terre. Là, il y a deux îles, il y a la Grande Terre là-bas, à ma droite, et puis il y a la Petite Terre ici à gauche. Et je donne donc des cours de chant à l'école de musique à Mamoudzou, donc c'est la capitale de Mayotte. Moi, j'habite en Petite Terre, donc tous les jours, je fais ce trajet Petite Terre, Grande Terre. Mais c'est le bonheur, hein, parce que comme vous voyez, on est dans un des plus beaux lagons du monde. On a une société qui va vite, c'est-à-dire que la départementalisation, c'est il n'y a pas très longtemps. Et on a quasiment rattrapé ce que la France a fait en je ne sais pas combien d'années, en 50 ans, en 100 ans. C'est-à-dire que d'un coup, on part d'une vie naturelle avec des choses du pays, quasiment, à tout importer, quoi. Oh là là, oui. Voilà, ça c'est le lac Diani. Il y a des gens qui cultivent ici, là. Comme vous voyez, là, il y a des champs.
Qu'est-ce qu'il y a par exemple? Mais là, je vois, par exemple, là, on voit qu'il y a un champ de bananes, là. Des bananiers. Je pense qu'il y a des gens qui doivent planter aussi du riz, puis le manioc, tout ça. C'est les aliments de base hein, de l'île. Voilà, donc il y a quelques personnes qui ont cette parcelle-là, ici. Et puis la terre, elle est fertile. Comme c'est un volcan, c'est un ancien volcan, donc du coup, ça pousse bien. Si sa chanson est porteuse d'espoir, Dio reste inquiet sur l'avenir de l'agriculture. Tous les 15 ans, la population double. Résultat, toujours plus de défrichage pour augmenter les surfaces habitables. Désormais, les Mahorais réclament une nourriture variée et de qualité comme en métropole. Mais ils sont de plus en plus nombreux à s'éloigner de l'agriculture familiale, ce qui augmente leur dépendance aux produits d'importation. Dans mes chansons, alors de quoi je parle dans mes chansons? Plus on va vers les développements, vers la modernisation. Les Mahorais délaissent leur champ au profit de travail dans les bureaux. Si tout le monde va dans le bureau, il n'y a plus personne, au champ. Or, on a besoin de production dans l'île. Même si on ne peut pas imaginer que ce soit une production à laquelle on peut exporter dans le monde ou des choses comme ça, mais néanmoins, cela peut suffire pour l'île, parce que je me rends compte, les choses viennent de Chili, du Guatemala. Oh yeah, t'aimes ce que tu es. À quelques kilomètres d'Ajangwa, cette exploitation de 16 hectares est l'une des plus grandes de l'île. À sa tête, une femme, Corinne Avis. Elle produit du lait et des agrumes. L'avenir de l'économie mahoraise, c'est le tourisme et aussi l'agriculture. Mais le chemin est long pour réduire les importations et atteindre une plus grande autonomie alimentaire. C'est nous qui produisons la richesse de Mayotte en fait. Au lieu de faire venir à chaque fois de l'extérieur, la banane et le manioc que l'on plante tous les jours nourrit la population de Mayotte. Et s'il n'y a plus d'agriculteurs à Mayotte, s'il n'y a plus d'éleveurs, s'il n'y a plus des gens qui plantent de la tomate, de la salade, etc., eh ben Mayotte, elle n'a plus de raison d'exister. Elle n'a plus de raison d'être l'île au parfum, comme on dit. Comme tous les matins, Corinne traite une dizaine de vaches. Un croisement entre des montbéliardes et des zébus pour résister au climat. L'équipement de Corinne reste modeste en comparaison de ceux de métropole. Sur son exploitation, pas de salle de traite ni de cuve à lait. Car pour investir, il faut convaincre les banques de prêter de l'argent. La difficulté d'être agriculteur à Mayotte en ce moment, c'est au niveau financement, parce que bon, on nous dit qu'il y a des aides, mais on ne les voit pas trop. On est obligé de s'autofinancer le plus souvent, comme a fait mon père auparavant, pour pouvoir avancer. L'insularité de Mayotte et son climat tropical sont des obstacles au développement de l'agriculture. Chaque mois, pour importer 2 tonnes de granulés, Corinne doit débourser 1 000 €. C'est 3 fois plus qu'en métropole. Ce sont des bêtes qui ont besoin d'aliments très, très spécifiques, surtout pour le lait. Et le seul souci, c'est là où le bas blesse, c'est que déjà l'aliment elle arrive cher à Mayotte, très très cher. Et ensuite, elle n'arrive pas souvent. Donc il y a des périodes où je me retrouve dans l'année, il n'y a pas d'aliments du tout. Et les vaches, dès qu'elles n'ont pas d'aliments, elles n'ont pas de granulés, elles ne produisent quasiment plus rien. Je peux passer de 10 litres à 2 litres en moins de 3 jours. S'il n'y a pas de granulés, là je suis finie. Non.
Sur l'île, il n'y a pas de structure pour transformer le lait en beurre ou en yaourt. Pas de structure non plus pour faciliter son conditionnement et sa distribution. Corinne vend donc son lait à la ferme ou au bord de la route. À la fin du mois, lorsqu'elle soustrait les salaires des ouvriers, les charges sociales et le coût des aliments pour le bétail, Corinne ne retire que 200 ou 300 € de revenus. Mais elle fait quand même partie des plus chanceux car elle est propriétaire de ses parcelles. Il n'y aura pas assez de foncier à un moment donné. On va se retrouver dans un dilemme dans 2 ou 3 ans. Donc il va falloir voir ceux qui ont des fonciers agricoles, qui n'en font rien, qui ont des enfants qui sont en métropole, qui suivent des études qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. Ce foncier reste là, autant qu'il soit loué. Sur cette île, 20 fois plus petite que la Corse, la terre est tiraillée entre les politiques immobilières et d'aménagement et l'agriculture. Depuis fin 2012, le Conseil général cherche à défendre les zones agricoles. Il propose aux jeunes agriculteurs de louer des terrains à un prix avantageux, c'est le bail à ferme. Son but, encourager le développement d'une économie agricole professionnelle. C'est la brigade du foncier qui accompagne les jeunes dans leurs projets d'installation. Aujourd'hui, Saïd Abdou visite la future exploitation de Mamadi Abdallah. Il est le premier à avoir bénéficié d'un bail à ferme sur 6 hectares. Oui. Comment ça marche le travail ici? Grâce à ce foncier, je peux faire mon projet initial, c'est-à-dire mettre en place mes bâtiments de poules pondeuses et puis essayer de faire développer d'autres activités qui est le poulet de chair, mais aussi un peu de canard. Mamadi Abdallah est le président du syndicat des jeunes agriculteurs. Il est conscient qu'à Mayotte, tout reste à faire. L'agriculture part de zéro. Il y a à l'heure actuelle environ 35 jeunes justement liés à ce problème foncier. Soit c'est des maraîchers diplômés dans leur secteur, soit c'est des éleveurs de bovins, soit c'est des éleveurs de volailles. Il faut qu'on arrive à lever ce problème foncier pour eux, pour qu'ils puissent s'installer. Donc dans les 10 ans à venir, on peut identifier des vrais professionnels comme partout ailleurs faisant de ce métier. Alors on ne sera pas beaucoup, peut-être on sera une vingtaine ou une trentaine. Il faut aussi ne pas oublier qu'à Mayotte, à l'agriculture, on est en train de créer de zéro. On arrive, on défriche, on terrasse et après on arrive à mettre le projet en place. C'est typiquement ce que vous voyez ici. Quelques semaines après notre tournage, Mamadi Abdallah a fini d'installer son poulailler biologique. Pour faire tourner son exploitation, il a embauché 3 personnes et projette même de s'agrandir. Je retourne chez Corinne Avis, j'aimerais connaître son avis. Comment imagine-t-elle l'agriculture de demain? Depuis quelques mois, Mayotte a obtenu son statut de région ultra-périphérique, les RUP. Il donne droit à des aides de l'Europe, notamment pour l'agriculture. Mais pour pouvoir en bénéficier, il faut d'abord avancer les fonds. Corinne est confiante, à condition que les agriculteurs acceptent de se regrouper. Alors pour la rentrée en RUP, pour nous, agriculteurs et éleveurs, ce sera de mettre en place les mises aux normes en fait. Tout ce qui est sécurité, tout ce qui est phytosanitaire, tout ce qui est avoir de l'eau, de l'électricité. Je pense personnellement que ce serait bien qu'on arrive à regrouper plusieurs éleveurs en une entité pour qu'ils puissent justement avoir du pouvoir, avoir plus de souplesse pour pouvoir agrandir, améliorer les choses. Un agriculteur en lui seul, comme moi, je n'arriverai pas à tout faire tout seul, quoi. Avec l'arrivée des normes européennes, les agriculteurs vont devoir faire un choix, se professionnaliser ou laisser la place à ceux qui ont l'expertise de la terre. Pour aller plus loin, il me fallait rencontrer l'un des 4 parlementaires de Mayotte à Paris. J'ai confié cette tâche à Vivien, mon partenaire dans cette enquête. Sur les 2300 agriculteurs qui sont dans le répertoire de la Chambre d'agriculture, combien seront des exploitants en situation de bénéficier des aides européennes au sens européen du terme? Il y a des agriculteurs qui ne vivent que de l'agriculture, il y a des gens qui ont une pluri-activité, et puis il y a des gens qui de tout temps à Mayotte font de l'agriculture
tout simplement comme une passion ou comme un accompagnement. Et donc les évolutions qui sont devant nous seront de nature à continuer la clarification de qui est agriculteur demain, surtout de la clarification qui devons nous aider en sachant que l'agriculture dite familiale, où le nombre de ménages qui étaient dans cette agriculture-là va diminuer petit à petit. RNJ, tous les meilleurs sons de l'Afrique, 100% black. Pour finir mon enquête, je décide de rencontrer les acteurs de l'agriculture du futur. À Mayotte, il n'existe qu'un seul centre d'apprentissage en agriculture. Il va de la 4e au bac professionnel jusqu'à la formation pour adultes. Ici à Coconi, les professeurs cherchent à revaloriser l'image du monde agricole auprès des jeunes. Je rejoins la classe de terminale pour suivre un cours d'agronomie. C'est la première promotion qui passe son bac professionnel CGEA. Ils forment de futurs exploitants agricoles en élevage ou en maraîchage. Aujourd'hui au programme, cours de semis d'haricots et de traitement chimique. Et après, vous me calculerez, quand vous ferez vos comptes rendus, la densité au mètre carré et la densité à l'hectare. Ok? Je m'appelle Nourdine Raïka, j'ai 23 ans et je suis en classe de terminale CGEA au lycée agricole de Coconi. Je veux continuer à suivre l'agriculture et prendre la place de mon père et agrandir un petit peu l'exploitation, le mettre en valeur et vendre mes produits au marché ou bien à vente directe. Raïka fait partie de la première génération d'exploitants agricoles à être diplômés. Une relève plus qualifiée, qui maîtrise mieux les cultures, de la plantation à la récolte, et qui cherche à organiser les circuits de distribution. En maraîchage, j'aimerais bien produire des produits qui sont à Mayotte, qui attirent la clientèle. J'ai jamais vu le petit marron ici à Mayotte, mais en allant à Métropole pour faire mon stage, c'est le maître de stage qui m'a expliqué comment ça se déroule et comment le préparer et tout. J'ai dit que ça m'intéresse et le mettre en place chez moi. On va traiter une surface de 400 mètres carrés. Aujourd'hui, l'avenir de Mayotte, c'est pas maraîchage. Comme ça, ça fera baisser les prix et la vie sera beaucoup moins chère à Mayotte. En saison de pluie, il y a un manque de légumes qui fait que les prix explosent. Et donc les grandes surfaces importent de la Réunion et les agriculteurs qui ont les quelques légumes ils sont vendus à un prix exorbitant. Je continue ma visite du lycée de Coconi avec le proviseur adjoint. Bonjour monsieur Ahmed Combo. Bonjour madame. Alors que nous rejoignons l'atelier d'élevage bovin, c'est le déluge. Rien de surprenant cette saison des pluies. L'élevage bovin, c'est quelque chose qui n'est pas encore très répandu à Mayotte. Les gens ont plus l'habitude d'avoir une seule bête que tout un troupeau. C'est votre rôle aussi au lycée de montrer le bon exemple et montrer que ça peut fonctionner? Effectivement, il y a un temps où l'élevage n'était pas très répandu, si on n'avait pas beaucoup de bêtes. Mais maintenant, il y a de plus en plus d'agriculteurs qui ont des vaches et que ça marche. Donc nous devons faire en sorte que ces personnes-là qui s'en sortent soient des exemples pour la société et pour les élèves de Mayotte. On s'interroge sur l'avenir de l'agriculture, mais peut-être aussi sur le modèle agricole valable. On cherche le modèle mahorais de l'agriculture. Mais effectivement, il y a de plus en plus d'agriculteurs qui tiennent la route. Il y a des coopératives qui se font et puis la profession s'organise. Il n'y a que comme ça que la dépendance de Mayotte par rapport aux produits de l'extérieur, ça atténue un peu. Ici, on l'a compris. Pour que l'agriculture parvienne à maturité, il faudra agir sur tous les fronts. Préserver les terrains agricoles,
encourager la formation des agriculteurs, développer les coopératives et alléger les coûts d'importation. Il faudra aussi changer les habitudes des Mahorais sur cette île où l'achat d'un zébu est encore vu comme un compte en banque. Après 3 semaines de rencontres, je quitte l'île confiante. Loin du modèle productiviste de la métropole, Mayotte doit trouver son propre modèle, à la frontière entre ses traditions et son besoin d'indépendance alimentaire. Mais j'en suis convaincue, l'agriculture mahoraise est en marche. Maisha yangu kaya simabidi